Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour Le Verbe Média, bienvenue. Merci. Sarah-Christine, toi, tu as fait récemment, pour notre fameux numéro sur la technique, une enquête. En fait, tu es allé sur le terrain pour rencontrer des intervenants qui travaillent en cyberdépendance. C'était quoi ta question de départ? Qu'est-ce qui t'a animé là, dans cette quête-là? Bien, la fameuse ligne à tracer entre le monde réel et virtuel. Est-ce que le virtuel est de plus en plus dans le réel? Et le réel dans le virtuel aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Mais donc, elle est où cette ligne? Puis, c'est pas évident de répondre à cette question-là. Je pensais avoir des données claires, des chiffres clairs, mais il y a beaucoup de flou encore. Parce qu'il y a des histoires comme celle de Jérémy où on voit bien qu'il y avait sa vie virtuelle d'un côté puis sa vie réelle de l'autre. Là. En tout cas, je veux pas te avec la fenêtre. Avec la fenêtre qui s'est barrée. Oui, tout à fait. Là, c'est des fenêtres qui s'ouvrent sur nos ordi. les Windows de ce monde. Mais dans le bien vocabulaire. des cas, c'est très, très flou. Hein, oui, puis c'est ce que j'ai vu en parlant avec Magali Dufour, là, qui est sur... qui est chercheur à l'UQAM, qui travaille sur Pause. C'est ça. Poste en écran. Oui, c'est ça, exactement. Internet de ressources. Pour faire des questionnaires pour savoir quelles sont nos habitudes de consommation. Parce que c'est pas comme, mettons, l'alcool, c'est établi, on peut dire un verre par jour. Bon, je sais plus trop c'est quoi la norme, mais si tu dépasses tant de verres par semaine, là, tu peux considérer que tu es dépendant ou qu'il y a un problème. Donc, ça fait depuis l'Antiquité qu'on consomme de l'alcool. Donc, on a commencé à accumuler des données scientifiques, biologiques là-dessus sur qu'est-ce que ça fait, etc. Là, tout ça, c'est assez récent. Puis, là. ce qui me frappe dans le témoignage de Jérémy, c'est qu'il dit « Mes parents ne savaient pas ». Bien, on se retrouve un peu comme ça avec Internet, le trouble du jeu vidéo qui a été reconnu comme tel, parce que les jeux vidéo existent depuis plus longtemps. Mais la génération qui est née avec les tablettes, c'est peut-être secondaire 5 en ce moment. C'est assez... On a peu de recul avec les données. Puis est-ce que dans 20 ans, on n'est pas du monde, on va pas entendre quelqu'un qui va dire moi, mes parents pensaient pas que le téléphone, c'était mauvais pour moi. Lors de la 32e saison d'On n'est pas du monde. Donc, c'est ce que la chercheuse m'expliquait. On a peut-être un recul de 14 ans de données. Donc, c'est très peu. Puis, comme société, c'est drôle parce qu'elle faisait un questionnaire où 40 des répondants au questionnaire se pensaient dépendants. Mais finalement, la dépendance clinique, on note que c'est peut-être 1 à 3 Donc, OK, fait qu'il y a presque la moitié de la population qui sent qu'on sent qu'on n'est pas libre face aux écrans. Oui, exactement. Donc, il y a toute une réflexion sur les normes d'usage, à quel moment on peut l'utiliser ou pas. C'est pas très bien établi. Puis ce flou-là, existe aussi parce que dans les études, partout dans le monde, c'est pas les données sont pas comme interchangeables. Tu sais, je regardais par exemple en Corée où c'est bien perçu de jouer à des jeux vidéo. Il y a des compétitions, il y a même l'appellation de sport électronique. Donc, c'est juste pas né à la bonne place. Non, mais ceci étant, ça existe ici aussi en masse, les sports électroniques. Là. Il y a des ligues compétitives à l'Université Laval. Il y a une valorisation dans la culture populaire là, qui n'est pas la même. Là. Non, ici, tu es quand même perçu comme quelqu'un qui met pas assez de déo, si tu fais ça. C'est une caricature, mais c'est vraiment ça l'image. T'es le seul qui a le droit de parler comme ça. C'est ça qui est le fun. Donc, c'est ça. Donc, déjà, bon, la disparité des données. Il y a aussi que, comme Ariel le soulignait un petit peu, quand j'ai interviewé un intervenant de la CASA, c'est un centre, justement à Saint-Augustin, un centre de traitement de dépendance. Donc, eux, ils accueillent toutes sortes de dépendances, dont des cyberdépendants. Là-bas, les dépendances sont un peu traitées d'une manière égale, là, au sens où la cyberdépendance, c'est plus un trouble comportemental. Tu sais, c'est pas comme une substance, la cocaïne. Ça fait un effet dans le cerveau de dépendance, mais c'est pas les mêmes processus. Donc là-bas, il me disait que, c'est ça, il accueille beaucoup de gens qui ont des troubles de jeux vidéo. Les filles, il y a quelques filles que eux, c'était plus des réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de jeunes aussi, de parents qui appellent dans ces centres-là pour dire, justement, ils se questionnent si leur enfant est dépendant ou pas. Puis, comment on les accompagne? Dans le fond, là, c'est des thérapies fermées. Donc, quand tu arrives là, c'est 28 jours. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde, mais c'est vraiment... tu mets ton cellulaire sous clé. Tout le monde est traité de la même manière parce que c'est vrai que quelqu'un qui voudrait s'acheter de la cocaïne pourrait aussi prendre son téléphone puis
Donc, puis tu as vraiment, c'est ça, on parle pas beaucoup de dépendance comme telle. On va pas te parler de drogue, on va pas te parler tant que ça. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quels sont les besoins, qu'est-ce que tu essaies de combler en essayant, par exemple, de te mettre en scène sur les réseaux sociaux puis en étant dépendant de l'image de toi-même que tu projettes. Non, mais c'est important que tout le monde sache que j'ai mangé pour déjeuner le matin, non? Donc, c'est sûrement tout ça qui est adressé. Je ne peux pas mépriser ça. Puis, il me disait que... Même si... On se reconnaît tous un petit peu. Oui. Mais c'est sûr que ceux qui sont là, quand je parlais des frontières du réel puis du virtuel qui s'interpénètrent, ils me racontaient qu'il y avait des jeunes qui étaient là parce qu'ils avaient dépensé des milliers de dollars en épée virtuelle dans un jeu. Ils prennent la carte de crédit des parents, puis à un moment donné, tu vois qu'il y a un 10 000 qui est parti. Il y a des économies alternatives dans ces jeux-là. Puis il y a des mécanismes de gambling, en fait, qui sont utilisés pour donner envie d'acheter. Toi, je sais pas si tu as... J'ai pas eu l'occasion d'aborder le fiasco financier qui a été ma vingtaine, là, mais... Ah oui? Complètement. Là, prenons 30 secondes. Non, mais en gros, c'est juste... ce manque de discipline-là fait que j'ai même pas géré mes impôts, pendant comme 7 ans. Puis pendant comme, c'est épouvantable, là. Puis quand j'avais une paye, ma première paye à vie, j'ai acheté une Xbox. Quand j'avais une paye, avant de penser à mon loyer ou quoi, il fallait que j'achète le dernier jeu qui venait de sortir, Puis après, j'étais dans le genoux pour mon loyer. Puis c'était le père de mon ami, le propriétaire. Fait que ça complique tout, là. Wow. Puis c'est quand je me suis fiancé, je me suis dit, là, c'est pas vrai que j'amène ça dans mon mariage. Mais ça fait pas si longtemps, ça fait 5 ans que je suis marié. Puis j'ai comme ouvert mon tiroir à factures non gérées, là, que j'avais peur que l'huissier débarque chez nous à n'importe quel instant depuis des années. Là. Puis là, j'ai géré tout ça. J'ai réalisé que le 3/4 était déjà réglé, mais que ça m'avait hanté pendant des années. Puis le reste, j'ai réglé mes impôts, puis ça coûtait cher, puis il a tout fallu que je mette ça en ordre. Mais ça a été, encore une fois, c'est comme un appel qui a fait ça. Mais c'est intéressant parce que ça revient à ce que Sarah-Christine disait au début. Le virtuel vient jouer dans le réel, où là, finalement, ça a un impact sur ton compte en banque, sur tes... éventuellement sur tes relations avec les autres. Imagine si tu avais caché ça à ta future épouse à l'époque. Bon, ça peut devenir très, très, très compliqué. Elle s'en doutait, mais elle savait pas à quel point. Elle voyait bien que c'était difficile, mais elle savait pas l'ampleur de la chose. Puis il fallait que je mette ça en ordre avant de m'engager avec elle. Il nous reste 3 petites minutes. Sarah, ça passe vite. On a parlé du type d'intervention. Quelques cas, là, tu l'as évoqué un peu. Comment ça se manifeste, là, la cyberdépendance chez les gens qui sont accros? Ce qui est intéressant aussi, j'ai parlé aussi à des travailleurs de rue numériques. Donc, parce que dans le fond, pour rejoindre ces jeunes-là, il faut aller les voir sur leur terrain. Et qui jouent en ligne avec eux? Oui. Donc, ils vont sur des sites. J'ai dû faire des recherches pour savoir c'était quoi Twitch puis Discord. Où il y a des diffuseurs qui mettent des vidéos live, puis il y a du clavardage en ligne, puis eux, ils prennent un pseudo, puis c'est anonyme. Donc, les jeunes qui sont cyberdépendants, ils sont dans leur sous-sol, ils ont du mal à sortir de chez eux. Donc, pour eux, c'est exigeant de prendre un téléphone puis appeler dans un centre d'aide. Donc, ils ont fait à peu près 2000 interventions en un an. C'est assez récent comme discipline, là, d'être travailleur de rue qui n'est plus dans un parc, mais en ligne. Puis, ils trouvent toutes sortes d'enjeux, de la cyberintimidation, de la cyberdépendance. Quelqu'un qui a du mal à s'intégrer dans son équipe, puis là, qu'en ligne, on lui dit « Hey, t'as pas ta place l'extorsion sur le terrain. » aussi, peut-être, des fois, des trucs comme ça. Oui, donc c'est toutes sortes d'enjeux. Puis, à la CASA, c'est ça, il dit un jeune qui arrive puis qui est dans notre centre, c'est déjà un grand progrès là, qui arrive à sortir de chez lui. Il nous reste 1 minute, Sarah. Je veux t'entendre sur les aspects politiques de ces enjeux-là, parce que là, on a commencé un peu avec ça aussi au début de l'émission, en parlant du fait que c'est une science, la captologie. Il y a des intérêts qui sont assez clairs, des intérêts politiques, des intérêts financiers immenses. Parle-nous rapidement de ça. Ce qu'il faut savoir, pas qui est rassurant, mais de se dire c'est pas qu'un problème individuel. C'est pas comme Jérémy qui n'arrive pas à se discipliner. C'est un problème politique. On est victime, en fait, de gros conglomérats qui veulent acheter nos clics, connaître des informations sur nous, vendre des métadonnées. Ça fonctionne 24/7. C'est des milliards et des milliards de profits plus gros qu'un pays. Donc, les GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook, je ne le dis pas dans le bon ordre, Microsoft. Donc, tous ces gros conglomérats carburent à utiliser nos données personnelles, puis ils ont de l'avantage de créer de la captologie parce qu'ils
ils financent leur activité de cette manière-là. Donc, c'est des denrées... D'où l'importance de ne pas se battre seul dans ce combat-là, d'aller chercher de l'aide quand on a besoin, c'est ça? Exactement. Puis, tu sais, il y a une importance comme société que le politique s'implique davantage. Il y a eu des recours collectifs de parents, justement, qui ont poursuivi Epic Games, qui est le créateur de Fortnite. Ça a été accepté par la Cour supérieure du Québec. Donc, il y a toutes sortes de recours comme ça qui se produisent. 41 États aux États-Unis qui poursuivent Meta. Bon, ça, c'est pour les données de la vie privée, mais pour l'addiction aux jeux vidéo, il y a plusieurs recours en cours pour justement que le politique avance sur ces questions-là puis qu'il ne laisse pas ces compagnies-là qui ne vont pas s'auto-réguler parce que... C'est la loi de la jungle, là, présentement. Là, exactement. Puis c'est hors frontières, sans des fois, c'est sans gêne. Là, c'est comme dans le jeu, là, vas-y, donne-nous de l'argent, tu vas avoir un bonus. Là, vas-y, donne-nous de l'argent, tu vas avoir un bonus. Tu sais, c'est même pas caché. Pas subtil. C'est ça. C'est des mécanismes puis de... donne-nous de l'argent, tu vas avoir une chance d'avoir un bonus peut-être si tu payes. Oui, puis c'est les mécanismes de jeu d'hasard et d'argent, d'avertir le consommateur qui est face à ces mécanismes-là. C'est comme l'Auto-Québec, où c'est juste que là, c'est dans le jeu vidéo, puis c'est un jeune, un adolescent qui n'est pas capable de se contrôler, qui est face à ça. Fascinant. Merci infiniment, Sarah-Christine. On peut lire ton article qui est en ligne. Je suis presque gêné de le dire. Vous pouvez aller le voir dans le papier aussi. Ah oui, ça c'est vrai, on peut le lire en version papier, mais aussi en ligne sur notre site web. C'est sur leverbe.com. Merci infiniment, Sarah-Christine.